Bonsoir à tous, merci de nous consacrer un peu de temps ce mardi de fin janvier pour dresser un bilan ensemble de l'année 2017 et identifier quelques perspectives pour l'année qui vient. Toute l'équipe de Yomoni se joint à moi pour vous souhaiter une année 2018 enrichissante, enthousiasmante, exaltante. Vous avez fait le choix de déléguer la gestion de votre épargne. J'espère que ce choix vous permettra d'avoir plus de sérénité et plus de temps libre pour vos projets personnels, vos familles et vos amis. Vous êtes maintenant plus de 6000 à nous avoir rejoints et à nous avoir confié plus de 50 millions d'euros à gérer. Un grand merci pour cette confiance. Elle nous honore et elle nous oblige, comme on dit. Et cela va imposer pour nous d'être encore meilleurs en 2018, car le fondement de Yomoni, c'est bien cette confiance entre nous. Et il faut savoir que 40% d'entre vous sont venus par le biais de recommandations ou de parrainage, c'est-à-dire que tout le succès se base sur la satisfaction de nos clients. Ce modèle de gestion d'épargne en circuit court, avec un gérant qui gère votre argent et qui est au plus proche de vous, c'est un modèle qui a fait florès à travers le monde. Nous sommes plusieurs dizaines de sociétés de gestion à avoir choisi la transparence, la simplicité, bien sûr une plateforme digitale pour vous accompagner. Nos grands frères américains gèrent déjà plusieurs milliards de dollars pour plusieurs dizaines de millions d'euros, pour plusieurs dizaines de millions de clients. Nous souhaitons bien sûr que ce modèle continue de se propager et soit une alternative de plus en plus forte au réseau traditionnel. Et si la satisfaction de nos clients est importante, eh bien, moi je propose qu'on aille directement discuter avec Murtaza de ce qui s'est passé en 2018. Murtaza, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les clients ont des raisons d'être satisfaits de la performance de leur profil pour l'année qui vient de s'écouler? Alors, je pense que 2017 a été une très bonne année pour les épargnants, pour nos profils et pour les marchés en général. Donc on a, comme on montre ici, des performances, que ce soit dans l'assurance vie, dans le compte titre ou dans le PEA, qui s'étalent de 2 à 11,7%, avec évidemment une gradation des performances qui est liée au profil de risque. On doit rappeler que performance élevée, en tout cas l'ambition de performance élevée, s'accompagne souvent d'une capacité à prendre du risque proportionnel. Et pour donner une idée un peu de la qualité de la gestion, aujourd'hui sur les profils diversifiés, il y en a à peu près schématiquement de 3 à 9, on a des profils qui se classeraient par rapport à un classement de fonds autour des 5% les meilleurs. Donc 95% des fonds seraient en dessous d'une performance d'un profil Yomoni. Et puis sur la partie action pure, on est à peu près dans les 80%, donc les 20% les meilleurs au niveau d'une poche purement action, le P10 dans l'assurance vie par exemple. Donc on a des très bonnes performances qui sont essentiellement liées à l'appréciation très forte des bourses dans le monde entier, globalement, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon ou dans les pays émergents, on a une très forte appréciation. On a au contraire une érosion due à l'appréciation de l'euro, donc la dépréciation des monnaies étrangères pour un portefeuille très diversifié qui réduit la performance de ces bourses rapportées à un épargnant en euros. Et puis on a également une bonne nouvelle sur le côté obligataire, qui est généralement moins présent dans les allocations, surtout cette année qui était plutôt une année de croissance, mais qui, malgré la hausse des taux et malgré les craintes sur les différentes politiques monétaires dont on va parler, ont contribué également positivement aux profils, en général les profils les plus équilibrés. Et en 2016, alors on a eu pas mal d'événements qui ont un peu secoué la planète marché. On avait eu le Brexit, on a eu l'élection de Trump. Qu'est-ce que tu retiendrais comme élément principal de l'année 2017 ? Alors sur l'économie, on a plutôt une année assez linéaire, une progression assez uniforme, en particulier en Europe, mais globalement dans le monde de la croissance. Donc il n'y a pas tellement de rupture en 2017. Sur l'aspect financier, moi ce qui était vraiment marquant, c'était le retournement des marchés sur l'euro et le dollar, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui a un peu changé la performance des profils. Et c'est évidemment lié à un calendrier assez politique, ou en tout cas un calendrier du début de l'année, du premier et du deuxième trimestre en Europe, et aussi en France, où on a eu cette forte appréciation de l'euro qui prend à peu près de 10 à 15% contre les différentes devises étrangères. Ça, c'est vraiment le gros point de rupture, le gros point de rupture de 2017. Bon, merci. Je pense que le but de la vidéo, c'est d'être interactif, donc de répondre à vos questions. Et je vois sur un écran que les questions commencent à affluer. Donc, le bilan de l'année 2007 que vient de synthétiser Murtaza, de toute façon, vous le retrouvez dans nos newsletters, vous les retrouvez dans les rapports de gestion trimestriels qu'on vous fait passer. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite et de reprendre les questions que Louis Orchamp est en train de synthétiser et d'agréger. Alors, la première, qui est une question qui est plutôt destinée à Madame Irma qu'à Murtaza, mais
Est-ce que l'année 2018 sera aussi bonne que l'année 2017? Et en clair, qu'attendre pour l'année les 12 mois qui viennent? Alors comme tu l'as dit, on n'a pas vocation à faire une prévision sur l'ensemble de l'année. Je vais te résumer un petit peu le positionnement de nos portefeuilles pour le début de l'année. Et c'est un positionnement qui est en ligne avec ce qui s'est passé ou comment on a fini 2017. Donc en résumé, la croissance est bien installée. Elle est bien installée en Europe, maintenant également dans les pays émergents et en Chine, où on a des signes un peu plus clairs. Et puis on a quand même une belle surprise des États-Unis qui continue sur des chapeaux de roue. On est dans les alentours de 3,5% de croissance sur le rythme du quatrième trimestre. Donc c'est quand même largement au-dessus des restes des pays de l'OCDE, mais c'est aussi assez spectaculaire par rapport à un pays qui est déjà maintenant dans sa 7e année de croissance. On n'a pas tellement de soucis d'inflation dans les pays émergents, qui a souvent été un problème chronique, et pas d'inflation en Europe, donc on a une certaine visibilité sur la politique monétaire à venir. Par contre, on va peut-être avoir, et on commence à avoir des prémices de poussée inflationniste, un peu de fin de cycle aux États-Unis. Donc on est, d'après nous, on va dire, en entre 2018 avec une croissance bien installée, et on commence à rentrer dans ce qu'on est en phase de pic de cycle, c'est-à-dire qu'on va tendance à privilégier les secteurs cycliques, on va privilégier même les actifs plus cycliques que les actions, donc on a un peu réduit les actions en faveur des matières premières cycliques, que sont l'énergie, pour les portefeuilles diversifiés. Et donc nous, on attend une année 2018 qui soit vraiment rythmée autour de cet équilibre d'une croissance qui s'accélère, qui devient même assez bien répartie dans le monde, et la tension sur les prix. D'accord. Je rebondis un peu sur les questions que je vois apparaître à l'écran. Dans le prolongement, est-ce que finalement c'est vraiment le bon moment de continuer et de renforcer ces investissements? On a l'impression effectivement on a pas mal de retours aussi au service client sur le fait de dire là on commence à arriver à des niveaux élevés dans les différentes bourses mondiales. Est-ce qu'on doit continuer d'investir en ce moment? Alors donc il y a les deux questions. La première, c'est sur on va dire l'allocation sur les actions. Nous, on a certes réduit un petit peu les actions, mais on est toujours surpondéré actions. Donc pour nous, c'est toujours une phase favorable pour les actions. Après, il y a la deuxième question qui revient régulièrement, c'est après un record, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour investir? Parce que finalement, si on est au plus haut, on peut que aller plus bas. Alors déjà, on revient sur le dogme et la discipline de l'épargnant, c'est ne pas chercher à faire du market timing, surtout en termes de versement, c'est très contre-productif. La deuxième, c'est plus historique et statistique, c'est qu'en général, un record sur les marchés présage plutôt d'un nouveau record dans les mois qui viennent que d'une baisse forte des marchés. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est historiquement relativement intéressant. Ensuite, c'est quand on regarde vraiment une perspective plus longue, vraiment encore pour décourager le fait de ne pas investir quand on est au plus haut, c'est qu'en fait le marché sur une perspective très longue passe à peu près un quart de son temps à ses niveaux les plus hauts, puisque de toute façon les marchés sont en phase d'appréciation progressive. Donc on est toujours à une phase où on essaye d'aller plus haut. Donc s'interdire d'investir un quart du temps n'est pas non plus une bonne idée. Alors pour finir maintenant vraiment sur est-ce que 2018 a un présage de crash ou non? Alors comme on est dans la discipline de pas baser nos allocations sur une prédiction en particulier extrême ou lointaine, on n'en a aucune idée sur 2018. Est-ce qu'on pourrait avoir un accident très fort sur les marchés? D'après nous, ce qui se passe sur les marchés, qui ont là, pour nous tendance à s'apprécier à court terme, c'est que pour nos clients qui sont généralement en phase d'accumulation, le niveau des marchés, quand on est en accumulation, quand on achète moins cher, c'est toujours plus intéressant pour une perspective de très long terme. Donc c'est pas qu'on est à espérer un crack de marché, mais finalement il ne faut pas se désespérer de se dire j'investis aujourd'hui, et si les marchés baissent, de toute façon je suis en phase d'accumulation et c'est pas très grave d'avoir commencé. Et donc je pense qu'il y avait quelque chose que tu avais en tête depuis assez longtemps, c'est de rappeler que même si on avait investi en 2007, on avait commencé notre programme d'investissement en 2007, on serait assez rapidement positif, on serait assez revenu dans le vert avec un investissement programmé même au travers de la crise, et donc ça aurait pris 2 ans, 3 ans. Donc il faut se rappeler que même si effectivement on serait confronté à une crise importante en 2018, d'avoir investi en janvier ou en février et de continuer progressivement son programme d'investissement n'est pas... Je pense que c'est des éléments importants qu'il faut rappeler, c'est effectivement la discipline. Tu
parlais de market timing, donc le fait de devoir choisir le bon moment pour rentrer ou pour sortir. Je pense que la vérité historique, c'est qu'il faut progressivement, régulièrement, mettre des investissements et exposer ces investissements au marché. Après, il y a des professionnels comme l'équipe de gestion qui va faire en sorte de baisser ou d'augmenter la voilure sur les actions. Mais l'important, c'est d'être discipliné et d'avoir une vision long terme. Effectivement, si vous êtes venu chez YoMoney, ce n'est pas pour un investissement pour 12 mois, c'est bien un investissement pour 3 ans. La plupart de nos clients, d'ailleurs, nous ont annoncé des horizons d'investissement qui dépassaient 8 ans ou 10 ans. Donc, on est bien en train de se projeter sur un temps long. Et le temps long est pour l'instant, en tout cas historiquement, plutôt très profitable. J'enchaîne un peu sur les questions parce que sinon, on va pas avoir le temps d'en prendre tant que ça. Avec l'adoption de la flat tax, est-ce que cela vaut toujours le coup d'ouvrir une assurance vie? Donc ça, c'est une question pour toi, Sébastien. Alors oui, ça vaut quand même le coup d'ouvrir encore une assurance vie. C'est vrai que la flat tax, avec le prélèvement unique de 30%, a redonné quelques couleurs et quelques intérêts quand même au compte titre. Maintenant, l'assurance vie a quand même gardé un certain nombre d'avantages dans le domaine de la transmission. Elle a gardé un certain nombre d'abattements fiscaux. Donc même si les deux enveloppes ont entre guillemets réduit leurs différences et que pour des patrimoines significatifs, il commence à être intéressant de nouveau de profiter de la flexibilité et de l'ouverture du compte titre, nous continuons de favoriser l'assurance vie dans un très grand nombre de cas. Mais sachez que les algorithmes que nous utilisons pour vous recommander une enveloppe fiscale sont aménagés au fur et à mesure des lois fiscales. Et bien sûr, nous avons pris en compte l'importance du prélèvement forfaitaire unique pour remonter un petit peu le scoring du compte titre et le faire apparaître un peu plus fréquemment que par le passé. Donc oui, toujours intéressant d'ouvrir une assurance vie en 2018. Voilà, et moi je mentionnais par rapport aux performances qu'on a montrées, c'est que pour les portefeuilles diversifiés, donc on va dire de 6 à 10, les performances du compte titre et de l'assurance vie sont quasiment identiques. Donc c'est vrai qu'on commence maintenant plus à avoir une comparaison avec cette histoire de très fort patrimoine, donc au-dessus de 150 000 €, où le compte titre va pouvoir faire des belles choses pour des portefeuilles peut-être dédiés à cette... Voilà, je pense qu'il sera intéressant de regarder, et on a un certain nombre de sollicitations à ce sujet-là, de regarder pour des portefeuilles qui sont effectivement dépassent les 100 000, 150 000 € avec des patrimoines financiers un peu plus larges, de regarder comment on peut mettre en place des comptes titres qui soient adaptés et peut-être enrichis. Alors, qu'est-ce que nous réserve 2018 en termes de fiscalité? Alors ça, c'est toujours la grande question, hein. Le prisme fiscal chez les Français a toujours été important. La nouvelle loi de finances a permis quand même de gommer un petit peu ces différences. On arrête de regarder que les niches fiscales, on arrête de penser que fiscalité et on se repose des vraies questions finalement qui sont l'allocation d'actifs, l'horizon d'investissement. Ça, pour nous, c'est des éléments clés et je pense que la dernière loi va dans ce sens. En 2018, les surprises qu'on peut attendre de la fiscalité, c'est qu'il n'y en ait pas. Nous, on appelle de nos voeux et a priori, le gouvernement et le législateur ont envie d'aller dans ce sens-là, d'avoir une certaine stabilité fiscale. Nous ferons tout pour continuer de favoriser les 3 enveloppes que nous gérons et de faire en sorte qu'il y ait plus de transparence, plus d'avantages, mais nous pensons que la fiscalité, elle doit surtout ne plus bouger. Elle doit avoir de la prévisibilité. C'est-à-dire que vous devez pouvoir, nous devons tous pouvoir se dire que dans 10 ans, la fiscalité sera la même et donc pouvoir faire des choix dans la durée sans imaginer des spécificités fiscales. Donc pour 2018, je ne suis pas non plus Madame Irma, mais ce qu'en tout cas on entend et qu'on partage avec les personnes qu'on peut rencontrer sur ce sujet-là et les experts, c'est qu'il pourrait ne pas y avoir de surprise, ce qui est déjà une très bonne surprise. Alors, question suivante. Alors là, on est sur le grand moment depuis un trimestre, le moment Bitcoin. Alors la question est, à ce stade, qu'est-ce que YoMoney pense faire avec le Bitcoin? Est-ce que vous pensez qu'on va en intégrer dans les portefeuilles ou pas? Ça, Murtaza s'est déjà exprimé sur le sujet dans la newsletter, mais je le laisse redire un petit peu ses fondamentaux par rapport à ce grand phénomène. Alors le Bitcoin n'est clairement pas notre cœur de métier. On s'est exprimé sur le sujet et ça fait pas mal de retours. On regarde, on ne vit pas en ermite et on regarde à quoi correspond le Bitcoin et le blockchain. Pour l'instant, on l'a dit, on n'est pas convaincu par le Bitcoin en tant qu'actif financier ou en tant que placement intéressant pour une diversification. Essentiellement parce que pour nous, un actif financier, c'est une créance sur quelque chose. Une action, c'est une créance sur une entreprise, une obligation d'État, c'est une créance sur un État et la monnaie, c'est même une créance sur une banque centrale. Là, le Bitcoin, c'est une créance sur rien en fait. Donc, on ne peut pas aller échanger quoi que ce soit ou on n'a pas de passif. C'est pas un actif
actif qui correspond à, on va dire vraiment à une entrée, une double entrée. Donc nous, on regarde attentivement ce qui se développe sur le blockchain. Donc on a évidemment plusieurs monnaies. On a regardé maintenant, il y a l'Ethereum qui a l'air très intéressant pour certaines fonctionnalités dans les services financiers. Mais ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir une monnaie qui émerge, qui soit une créance sur quelque chose, qui est un vrai passif. Pourquoi pas un bitcoin qui correspondrait à un panier de devises, par exemple. Mais tant qu'on n'a pas on va dire une crypto-monnaie qui corresponde à une créance sur quelque chose de physique ou de réel ou même de contractuel, ça nous paraît hors champ de nos allocations. Dès qu'on verrait quelque chose d'intéressant, on regarderait quel est le potentiel de diversification. Et comment éventuellement on pourrait l'intégrer. Donc aujourd'hui, moment Bitcoin, on n'en a pas, on n'en aura pas, et on est toujours très attentif. Et je pense que là, on est plutôt dans le domaine du jeu que de l'investissement, même si là, on va se faire beaucoup d'ennemis. Mais voilà, pour nous, ce n'est pas un placement financier. À ce stade, on verra dans les d'autres crypto-monnaies. Oui, exactement. Je continue. Alors, une question, une question pas forcément très positive pour Yomoney, mais on va y répondre. Qu'est-ce qui se passerait si Yomoney faisait faillite? Alors, question qui revient souvent. Alors ça, c'est la question positive, mais qui est normale. On s'interroge si les clients nous posent vraiment ce genre de questions. Mais on a parfois cette question et qui est légitime, parce que nous sommes jeunes, on a 30 mois d'existence, je pense qu'on a démontré un certain nombre de choses, mais on doit continuer à le démontrer dans la durée. Je tiens à vous préciser quelque chose de très simple, c'est que si demain Yomoney devait pour X raisons arrêter son activité, et il n'y a aucune raison que ça arrive, nous avons bien sûr prévu, que ce soit avec Crédit Agricole Titres ou que ce soit avec Suravenir, ce qu'on appelle des plans de continuité de service, c'est-à-dire votre argent, de toute façon, vous le savez, n'est bien sûr pas logé chez Yomoney, il est logé à votre nom dans les livres du Crédit Agricole ou dans les livres de Suravenir, la compagnie d'assurance du Crédit Mutuel Arkea. Et si demain, on venait à devoir arrêter notre activité, eh bien, on vous proposerait un successeur pour gérer votre mandat dans votre assurance vie ou sur votre compte titre ou sur PEA. Et si vous l'acceptez, eh bien, quelqu'un prendrait la suite. Voilà. Donc, juste le mot, c'est ne vous inquiétez pas sur ce sujet-là. Il n'y a aucune raison que ça arrive à court terme. Et si demain, on devait arrêter notre activité, quelqu'un prendrait le relais et tout ça est déjà prévu. Donc, là-dessus, je peux vous rassurer, ce n'est pas le sujet. Alors, quelles sont les nouveautés prévues en 2018 ? Alors, sur la partie 2018, on a ce qu'on appelle une roadmap, donc la définition de nos priorités pour développer nos services et notre plateforme. On a deux éléments qui sont importants. On va se lancer dans l'épargne salariale. Notre but, c'est de vous accompagner là où vous êtes. Et on sait que les Français ont de l'épargne à la fois en assurance vie, sur des livrets réglementés, mais on espère pour plus très longtemps. Et puis l'épargne salariale commence à se développer. Et de ce qu'on a eu comme retour et de ce qu'on a vu et la manière dont ça se passe en France, on estime qu'on peut simplifier les choses, à la fois pour le dirigeant de la TPE, PME qu'on souhaite accompagner, et puis pour ses salariés, pour de la même manière que vous, les accompagner dans leur choix d'allocation de leur épargne salariale. Donc ça va être un élément important pour nous pour développer. Et puis, deuxième point, vous aider dans le coaching de votre patrimoine financier au sens large. On entend beaucoup parler d'agrégateurs, ça fait plusieurs mois et quasiment depuis le début qu'on travaille sur le sujet. Les données qui sont récupérées par ces systèmes d'agrégation commencent à avoir une vraie fiabilité et donc vont nous permettre de vous faire des vraies recommandations. Et donc, vous pouvez vous attendre en 2018 à avoir plus de conseils, plus fréquemment et de manière peut-être un peu plus large que uniquement l'assurance vie que vous nous avez confiée. Donc ça va être un élément important. Alors justement, dans les nouveautés, il y a peut-être deux questions. C'est est-ce qu'on aura une app mobile et est-ce que nos concurrents parlent de mettre en place des outils patrimoniaux, quid de Yomoney ? Alors sur l'app mobile, c'est toujours assez compliqué. Aujourd'hui, on s'inscrit effectivement plutôt dans l'épargne long terme. On a beaucoup travaillé sur la version mobile de notre site qui normalement est extrêmement fluide et permet vraiment de consulter son compte de manière très simple sans app. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas mis de budget sur une application mobile. On regarde, on est vigilant et c'est autour de la roadmap. Mais pour être totalement honnête et franc, à ce stade, nous ne l'avons pas inscrit dans la roadmap pour l'année 2018. Après, que le site est totalement lisible sur tablette, sur mobile. On a fait en sorte que ça soit totalement une expérience totalement spécifique à la version mobile. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas créé une app spécifique ni sur Android ni sur iOS.
Après, sur la question des outils patrimoniaux, moi je dirais qu'on a déjà un certain nombre d'outils patrimoniaux qui existent sur notre plateforme et qui nous permettent de vous faire ces recommandations d'allocation et de profil. Après, effectivement, on est en train de les étendre. On a aujourd'hui en bêta test, donc certains peut-être d'entre vous en ont profité et un certain nombre des prospects, des utilisateurs qui regardent en ce moment Yomoni en ont peut-être profité. C'est ce qu'on appelle nous le module 3 poches. C'est le fait de manière très simple d'identifier et d'allouer l'ensemble de votre épargne financière sur 3 grandes poches qui sont finalement les fondamentaux de l'épargne personnelle, hein, qui sont une poche très sécurisée, qui vous permet de faire face à vos accidents de la vie, entre guillemets, en tout cas d'avoir une visibilité à 3-6 mois. Après, une poche qui est moyen terme pour vos projets immobiliers, projets de changement de vie, enfin des projets qui vont apparaître et qui vont se concrétiser dans les 5-10 ans. Et puis une épargne encore beaucoup plus long terme qui est là pour votre retraite et qui va avoir un horizon d'investissement sur 30 ans. La manière de partager avec vous vos informations un peu personnelles sur vos situations financières et patrimoniales vont nous permettre de vous recommander la bonne allocation entre ces 3 poches. Et donc régulièrement maintenant, à travers les entretiens que nos conseillers financiers et toute l'équipe de Félix, Margot et Élise font régulièrement, on commence à utiliser ce module et de plus en plus on va pouvoir vous le mettre à disposition. C'est un des premiers modules qu'on va mettre à disposition. L'équipe de Murtaza et l'ensemble de l'équipe produit travaillent sur ces éléments-là qui n'ont qu'un seul but, faciliter et simplifier la manière dont vous allez gérer l'ensemble de votre épargne de manière lisible, avec des règles qui sont finalement partagées par beaucoup de monde, mais qui doivent juste être mises en mouvement à travers des modules simples. Donc oui, des outils patrimoniaux, au fur et à mesure. Il y en a déjà un certain nombre qui existent en bêta, elles vont être généralisées au fur et à mesure de l'année. Alors là, il y a encore pas mal de questions. Il y a une question qui est intéressante, qui revient un peu à la première question, on va revenir sur les marchés. Les risques, en fait, finalement, c'est quoi les risques auxquels on va être confronté en 2018 et éventuellement comment tu as déjà anticipé de pouvoir les adresser parce que... C'est vrai que là, on parle de 2018 avec un ton très optimiste. Il faut se souvenir que là, on investit quand même sur les marchés, sur un marché boursier. Donc, surprise, il y aura forcément. Les risques sur lesquels on se prémunit ou en tout cas sur lesquels on est attentif, en prévision d'autres risques qu'on va découvrir, mais c'est une accélération de l'inflation aux États-Unis avec potentiellement une réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine qui aurait tendance à mettre le haut là un peu plus violemment que ce que les marchés attendent. Donc ça pourrait enchérir le dollar, mais surtout faire baisser les marchés. Donc ça, c'est le premier risque pour nous qui serait visible, qui serait probable. En tout cas de se prémunir au premier trimestre, plutôt aux premières parties de l'année. Et deuxième partie de l'année, ce serait plutôt en Europe, où on aurait un peu cette crainte que la Banque centrale européenne s'enflamme sur les bons chiffres de reprise en Europe et que se dise qu'elle aussi, elle peut normaliser sa politique des taux. Donc ça, c'est, on va dire, le risque un peu monétaire, c'est le risque de marché financier un peu traditionnel. L'autre risque est plutôt le risque d'euphorie. Alors tu as dit 2017, c'était plutôt une bonne année, même une très bonne année. 2016, c'était finalement une année difficile, mais ça s'est très bien fini. On peut aussi considérer que les marchés sont relativement élevés en termes de valorisation sur certains paramètres de profit, de niveau de marge. Et c'est sûr que, vu l'enthousiasme qui se développe au premier trimestre, si les chiffres au niveau des profits des entreprises, des marges, et en particulier aux États-Unis, ne sont pas à la hauteur des attentes, on peut avoir en fait le trou d'air de la déception. Donc c'est finalement un risque que le marché crée lui-même, c'est-à-dire finalement aller trop haut pour être révisé en baisse. Donc c'est un peu ce risque d'euphorie qui est de gueule de bois, si tu veux, qui pourrait être quelque chose qui arrive. Et quand on parle d'euphorie, ou en tout cas de hausse encore continue pendant ce début d'année, quels sont à peu près les résultats juste pour le mois de janvier en cours sur les profils pour les partager? Ah ouais, moi je te laisse regarder ton profil client. Très bien. Je crois qu'on a atteint les 20 minutes qu'on s'était fixées pour faire un rapide bilan de 2017, fixer quelques perspectives sur 2018 et puis répondre à vos questions. Donc comme on vient de le dire, apparemment on a été un peu débordé sur les questions et on organisera plus fréquemment des échanges entre vous et nous sous cette forme, peut-être en live chat comme disait Murtaza à l'instant. On vous souhaite une très belle soirée et puis un grand merci pour votre confiance. À bientôt.